Bienvenue à la suite de notre cours dynamique des fluides incompressibles visqueux, c'est-à-dire c'est les fluides réels. Dans cette partie d'aujourd'hui, on va voir les écoulements externes, c'est-à-dire toujours dans le cadre des écoulements incompressibles visqueux, mais cette fois-ci, on va voir les écoulements externes et on va introduire la fameuse notion de couche limite, c'est-à-dire boundary layer. Aujourd'hui, on va voir la première partie, c'est-à-dire on va définir cette couche limite et on va donner certaines de ses caractéristiques. Déjà, par définition, un écoulement externe, c'est un écoulement qui est autour des corps immergés dans un fluide sans limite solide, c'est-à-dire il n'y a pas de limite solide. Par exemple, l'écoulement autour d'une aile d'avion. On va introduire cette notion de couche limite et on va faire une petite histoire, un petit peu d'histoire. Il faut lire un peu l'histoire des sciences pour voir la genèse de cette notion de couche limite. Comment on a découvert cette notion de couche limite? C'est à partir de paradoxe de Jean-Laurent d'Alembert. D'Alembert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié l'écoulement autour d'un cylindre. Comme résultat important, il a trouvé que la distribution de vitesse de part et d'autre des deux axes, elle est la même, c'est-à-dire par rapport à l'axe X, de part et d'autre de l'axe X, c'est la même, de part et d'autre de l'axe Y, c'est la même, donc par conséquent, la distribution de pression, elle est la même, donc réellement, comme résultat, le cylindre ne bouge pas. Alors que dans la réalité, on sait que tout corps qui baigne dans un écoulement, il est traîné par cet écoulement. Donc, la question qui n'a pas eu de réponse, d'où vient cette force de traîner? Donc, c'est un paradoxe sans explication. Il a fallu attendre le siècle passé, c'est-à-dire en 1904, pour voir les travaux de Prandtl, Ludwig Prandtl en Allemagne, et la réponse à ce paradoxe. Actuellement, aujourd'hui, on sait que la traînée, la force de traînée, elle est due aux effets de viscosité qui vont créer cette tension de cisaillement à la surface du corps. C'est-à-dire, il y a cette condition d'adhérence, il y a cette tension, cette contrainte de cisaillement qui est à la surface du corps, et c'est elle qui va créer cette force de traînée. Donc, ces effets de viscosité, qui sont le cisaillement, qui sont la condition d'adhérence à la paroi, elles se manifestent dans un écoulement visqueux, elles se manifestent dans une couche mince qui est adjacente à la paroi et qui est appelée couche limite hydrodynamique. C'est Prandtl qui l'a appelé dans un congrès à Heidelberg, il l'a appelé couche limite. Donc c'est une couche limite hydrodynamique, parce qu'il y a aussi une autre notion de couche limite thermique. D'accord? Dans notre cours, bien sûr, on va se limiter uniquement à la couche limite hydrodynamique, c'est-à-dire que c'est la couche limite qui concerne les vitesses, le cisaillement et les vitesses, la distribution de vitesse. Donc, par définition, c'est quoi une couche limite? Boundary layer, c'est une région qui est mince, c'est-à-dire petite épaisseur par rapport au corps, de l'écoulement réel adjacente à la surface, où l'écoulement est retardé par l'influence de frottement entre la surface solide et le fluide. Le résultat important de Prandtl en 1904, il a montré qu'on peut analyser l'écoulement visqueux en divisant l'écoulement en deux zones, c'est-à-dire en divisant tout cet écoulement autour de ce corps, par exemple de profil d'aile, en deux zones. Une zone en bleu qui est là, c'est une zone de couche limite, où les effets de viscosité sont prépondérants, et une autre zone éloignée du corps, de la paroi, où on peut négliger les effets de viscosité. C'est-à-dire, on peut traiter le fluide comme étant non visqueux, parfait, inviscide. Donc, au-delà de la couche limite, à l'extérieur de la couche limite, l'écoulement peut être supposé qu'il est non visqueux. C'est-à-dire, on peut appliquer les lois connues de l'écoulement non visqueux. Par exemple, l'équation de Bernoulli. Bien.
À l'intérieur de la paroi, à l'intérieur proche de la paroi, à l'intérieur de la couche limite, on a pu, c'est-à-dire dans cette zone en bleu, on a pu réduire les équations de Navier-Stokes en une forme plus simple, plus souple, appelée les équations de couche limite. Ou, bien sûr, les équations de Prandtl. Bien. Donc, la résolution des équations de couche limite, elles vont donner les distributions, elles vont donner le gradient de vitesse dans la couche limite, d'accord? Donc, ça va donner le gradient de vitesse, donc elle va me donner la contrainte de cisaillement, taux, et par conséquent la traînée. Donc, la finalité d'un problème de résolution des équations de couche limite, c'est la force de traînée. Comment on l'obtient? On aura besoin de distribution de vitesse, c'est clair, le profil de vitesse. Ensuite, ça va donner la contrainte de cisaillement à la paroi. Par la suite, les coefficients de traînée et enfin la traînée. Même la résolution des équations de couche limite thermique, voilà cette couche limite thermique, dans cette figure, on peut voir carrément la paroi en bleu, la couche limite de vitesse hydrodynamique, velocity boundary layer, c'est-à-dire la couche limite hydrodynamique, avec sa distribution de vitesse, et on peut voir aussi la couche limite en pointillé thermique, thermal boundary layer. Voilà cette couche limite, et la distribution de température qui va nous donner, dans ce cas, le transfert de chaleur à la surface. Là, c'est un autre problème, c'est le transfert de chaleur, c'est pas l'objet de notre cours, mais mettez dans la tête qu'il y a deux couches limites. Il y a une couche limite hydrodynamique, distribution de vitesse, qui va vous donner la tension de cisaillement, la traînée, et vous avez aussi ce profil de température qui va vous donner le transfert de chaleur à la surface, Q wall, le transfert Q point wall. On va définir maintenant certaines grandeurs caractéristiques de cette couche limite. Première grandeur caractéristique, c'est l'épaisseur. C'est-à-dire, c'est l'épaisseur matérielle, l'épaisseur réelle. L'épaisseur, on l'appelle l'épaisseur delta. C'est quoi par définition l'épaisseur delta? C'est cette épaisseur. Là, nous avons un profil de vitesse qui varie de 0, c'est-à-dire il varie de la condition d'adhérence vers la vitesse de l'écoulement libre, grand U. C'est quoi l'épaisseur delta? C'est la distance de la paroi à partir de laquelle la vitesse devient supérieure pratiquement à 99% de la vitesse de l'écoulement. Si on est là, on est dans la couche limite. Si on dépasse le delta, on est en dehors de la couche limite. C'est-à-dire, on est là, en dehors de la couche limite, où la vitesse, elle est égale à la vitesse de l'écoulement libre. Mais dans l'épaisseur, dans la couche limite, l'épaisseur delta, c'est l'épaisseur de la vitesse qui varie de 0 à pratiquement 99% de la vitesse de l'écoulement libre. Bien. Comment on peut définir cette épaisseur expérimentalement? On va le voir après. D'accord? Deuxième épaisseur importante, c'est l'épaisseur de déplacement. Delta étoile. Ou bien delta 1 dans certains livres français, des anciens livres, on l'appelle delta 1. Donc l'épaisseur de déplacement, elle exprime quoi? Elle exprime le flux manquant par rapport à celui qu'on aurait dans l'hypothèse d'un écoulement uniforme. C'est-à-dire, dans l'écoulement, si c'était, voilà le cas réel, le profil réel, si c'était un écoulement hypothétique uniforme, donc on aura la vitesse qui va atteindre ces points. Donc tout ce qui est en marron ici, c'est la perte. Donc c'est une perte. Donc c'est U, grand U, l'écoulement libre, moins U, la variable U. Elle varie de 0 à cette valeur. Donc cette courbe, ce profil de vitesse réel, dans ce profil de vitesse réel, on a un manque par rapport au cas
réel. Au cas où l'écoulement il n'est pas visqueux. C'est-à-dire le profil il est uniforme. Ce manque, si on va le rapporter ici, d'accord, il va me donner cette quantité. Cette surface qui est là, d'accord, c'est la même que cette surface qui est là. D'accord. Et cette surface qui est là, c'est quoi? Elle a une épaisseur delta étoile, d'accord, fois la largeur qui est là. Donc, réellement, c'est quoi? Si je vais calculer le débit manquant, dans ce cas, c'est quoi? C'est la surface, voilà, fois la vitesse. Donc, c'est grand U moins U fois la vitesse. B, c'est la largeur perpendiculaire à la page, comme ça, et dy qui varie de 0 à l'infini. Donc, si je remplace ici, je vais remarquer que j'aurai la même chose. Cette valeur, elle est égale à cette valeur. Et cette valeur, c'est quoi? C'est le dy qui passe de 0 à delta étoile. Donc, c'est delta étoile, B la largeur et la vitesse de l'écoulement libre. Donc, je vais tirer justement cette épaisseur delta étoile qui est là. Je vais la tirer directement de cette intégrale et j'obtiens cette épaisseur par cette formule de l'épaisseur de déplacement. Donc, delta étoile ou bien delta 1, c'est l'intégrale de 1 moins U sur grand U dI. Vous remarquez ici que c'est une perte de débit. Carrément, elle exprime une perte de débit. Dans les calculs, ce delta étoile est généralement inférieur à l'épaisseur delta, à l'épaisseur matérielle delta. Par exemple, en laminaire, on peut dire que delta étoile, c'est le 1/3 de delta. D'accord? Donc, il faut différencier entre delta, qui est l'épaisseur réelle, matérielle, et delta étoile, qui est une épaisseur fictive, qui exprime la perte de débit. D'accord? Mais dans les calculs, on peut trouver que delta étoile, elle est de l'ordre de 0,3 pratiquement de delta dans le cas laminaire. Bien. Donc, cette définition très importante de delta étoile, elle va nous amener à définir le concept de ce qu'on appelle le corps effectif. Par définition, l'épaisseur du déplacement delta étoile, elle représente la quantité qu'on doit ajouter au corps pour que l'écoulement non visqueux, par hypothèse, aura le même débit que celui de cas visqueux. Parce qu'il y a une perte dans le cas visqueux. Donc, pour avoir la même chose, combien je dois ajouter l'épaisseur pour avoir le même débit? Donc, réellement, si vous voyez ce schéma, le cas hypothétique avec pas le cas non visqueux, inviscid case, c'est pratiquement, si on va suivre cette ligne de courant qui démarre de point Y1, voilà, dans le cas non visqueux, la trajectoire, elle est claire. Mais s'il y a l'existence de cette couche limite dans le cas réel, donc, les lignes de courant vont être déplacées. Donc, cette ligne de courant Y1, elle sera déplacée et ce déplacement est causé par les effets visqueux, c'est-à-dire il est causé par la présence de cette couche limite. Donc, cette ligne de courant, elle va se déplacer, mais elle va se déplacer d'une certaine épaisseur delta étoile, qui est différente de delta. Elle est différente de delta, qui est l'épaisseur matérielle. Donc, le corps réel, dans ce cas, le nouveau corps, on l'appelle le corps effectif. Par exemple, si vous prenez ces deux parois, vous avez un écoulement avant l'entrée, dans la section 1. Juste à l'entrée, on va voir les effets de viscosité, c'est-à-dire un profil de vitesse et la couche limite. Et la couche limite, elle est partout, c'est-à-dire là où vous avez un écoulement visqueux avec une paroi, il y a existence de couche limite. Soit votre paroi, elle est verticale, horizontale, l'essentiel c'est il y a toujours une couche. Donc, cette définition de ce corps appelé corps effectif, elle va me donner ce corps en blanc.
C'est-à-dire dans cette conduite qui est initialement à section rectangulaire, devient cette section. Et je peux traiter, vous remarquez que j'ai éliminé j'ai augmenté le delta étoile ici, le delta étoile ici, et ce qui me reste, c'est le cas non visqueux. Voilà, inviscide corps, c'est-à-dire c'est le cas non visqueux, et là je peux appliquer Bernoulli par exemple. Si je peux appliquer Bernoulli entre ce point et ce point, je peux le faire. Parce que dans cette zone, regardez bien l'écoulement, il est à l'entrée, il est uniforme, et à la sortie de ce corps effectif, le profil, il est ici, il est uniforme. Mais dans la couche limite, il n'y a pas d'uniformité. Donc, je peux traiter, je peux créer, donc un nouveau corps appelé corps effectif a été créé. La même chose si vous avez ce cas. Vous avez le cas réel, par exemple une tête comme ça, un corps de missile ou n'importe quoi, une balle, d'accord? Donc vous avez les limites de corps réel qui sont AB, d'accord? Mais dû à la présence de la couche limite, on va avoir un nouveau corps effectif, voilà, en pointillé. Donc c'est sur ce corps effectif que je peux appliquer les lois de l'écoulement non visqueux. D'accord? Bien. Une autre épaisseur définition aussi, c'est l'épaisseur de quantité de mouvement, θ, ou bien appelé aussi delta 2 dans les anciens livres. La même chose, à cause de ce déficit de vitesse, ce manque de vitesse U moins petit u, dans la couche limite, le flux de quantité de mouvement à travers cette section BB, d'accord, est inférieur au flux passant à travers la section AA. D'accord? Donc, il y a une perte de débit. Il y a une perte, pardon, de quantité de mouvement. Dans le premier cas, il y a une perte de débit, de flux de débit. Deuxième cas, il y a aussi une perte de quantité de mouvement. Et je vais la quantifier de la même manière. Donc, si je veux quantifier la plaque, elle est donnée de la même manière par cette intégrale. Je remplace et je vais définir le θ qui est là comme l'épaisseur de perte de quantité de mouvement. C'est l'épaisseur de quantité de mouvement et je vais la tirer de la même manière, j'obtiens son expression. Donc, θ, c'est cette intégrale U sur U, 1 moins U sur U d'Y. Donc, actuellement, j'ai trois définitions d'épaisseur. J'ai l'épaisseur delta, c'est l'épaisseur matérielle. Delta étoile, c'est l'épaisseur de déplacement, elle concerne la perte de débit. θ, c'est l'épaisseur de quantité de mouvement, elle concerne la perte de quantité de mouvement due à la présence de la couche limite. Ces trois épaisseurs, elles sont utilisées dans toute analyse d'un problème de couche limite. On va le voir dans les équations, dans la résolution des problèmes, on va les utiliser toutes les trois parce qu'elles vont me donner, elles vont me renseigner sur le comportement de la couche limite. D'accord? En plus, les trois épaisseurs delta, delta étoile et θ, elles sont basées sur l'approximation d'une couche limite mince. Donc, on va supposer, dans toute notre étude, que la couche limite, elle est mince. Mince, c'est-à-dire delta, l'épaisseur, elle est très inférieure devant la distance, la longueur de la plaque. D'accord? Et la même chose pour delta étoile et la même chose pour θ. Ces trois épaisseurs, delta, delta étoile et θ, elles dépendent du régime d'écoulement. Soit vous avez un régime laminaire ou bien un régime turbulent. D'accord? Et on va voir le développement de la couche limite, on va comprendre ça. Dans la suite des calculs, en général, on exprime toujours les deux épaisseurs fictives, delta étoile et θ, en fonction de l'épaisseur matérielle delta. Par exemple, j'ai donné l'exemple de cas laminaire où delta étoile, l'épaisseur de déplacement, elle est de l'ordre de 1/3 de l'épaisseur matérielle dans le cas, bien sûr, laminaire. Dans le cas turbulent, c'est autre chose. D'accord?
On va voir maintenant le développement de notre couche limite. Comment la couche limite se développe autour d'une plaque, par exemple. Si je vais prendre, par exemple, cette plaque, j'ai un écoulement qui est là, un écoulement visqueux. Avant d'atteindre la paroi, l'écoulement il est uniforme de vitesse U. Très bien. Une fois au contact de la paroi, l'apparition de la condition d'adhérence de cisaillement, donc il y a un profil. Donc le profil qui est là, d'accord, il démarre de la condition d'adhérence jusqu'à la vitesse de l'écoulement libre, pratiquement 99% de U. Donc là, c'est l'épaisseur de la couche limite. Je remarque que l'épaisseur de la couche limite delta, elle augmente avec le régime. Elle commence comme étant une couche limite laminaire. Il y a une partie de transition. Ensuite, il y a la couche limite turbulente. Vous remarquez ici que la vitesse à la sortie de la couche, c'est la même, hein, c'est U. Elle reste toujours la même. Mais c'est le profil qui change. On l'a vu déjà dans les cours précédents que le profil de vitesse laminaire, il est différent du profil de vitesse turbulent. C'est clair. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, première remarque qui est là, il y a un développement du laminaire vers turbulent. On remarque aussi que l'épaisseur de la couche limite turbulente, elle est supérieure à l'épaisseur de la couche limite laminaire. D'accord? Donc, si le delta turbulent est supérieur au delta laminaire, automatiquement, la même chose pour les autres épaisseurs, delta étoile et θ. Qu'est-ce que vous remarquez ici? En dehors de la couche limite, l'écoulement, il n'y a pas de rotation de la particule. C'est irrotationnel. C'est normal parce que c'est les effets de viscosité qui créent le rotationnel. On le voit ici dans la couche limite. Et si on part dans le cas turbulent, vous voyez que il y a une grande perturbation, des grandes fluctuations des particules. On le voit ici par rapport à cette particule cisaillée. Donc, il y a des particules cisaillées à l'intérieur, mais à l'extérieur, la partie, elle garde la particule, elle n'est pas cisaillée parce que l'écoulement, il n'est pas visqueux, donc il n'est pas rotationnel, donc il n'y a pas de rotation ou bien de cisaillement de la particule fluide. Bien. En petit f, on va voir maintenant le profil de la couche limite, que ce soit en laminaire ou bien turbulent. Là, vous avez un profil laminaire. D'accord? Il est là. C'est des points, c'est des cercles en blanc. Et là, vous avez un profil transition et un profil turbulent. On remarque une grande différence entre les deux, entre le cas laminaire et le cas turbulent. Ces profils c'est des profils expérimentaux. Donc, comment on a pu atteindre ou bien obtenir les profils des couches limites? C'est par des résultats expérimentaux. Comment je vais faire? Je vais utiliser un tube de pitot statique. D'accord? Un tube de pitot statique, c'est un tube qui mesure la différence de pression totale et statique. Et en appliquant Bernoulli, on va déterminer, on va calculer directement la vitesse de l'écoulement en chaque point. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un tube comme ça. J'ai ma plaque. Voilà ma plaque. D'accord? Je vais faire le tube en face, comme ça. Pour Y, je tire delta P. Donc, j'ai la vitesse. Ensuite, pour chaque valeur de Y, d'accord? Pour chaque valeur de Y, je vais mesurer delta P et voir la vitesse. Si je remarque que la vitesse ne change pas pour 2 ou 3 valeurs de Y, donc, on est sûr qu'on est sorti de la couche limite. Donc, je m'arrête. C'est ce Y qui correspond à delta. C'est l'épaisseur de la couche limite. Donc, je répète. Donc, si vous avez un tube de pitot statique comme ça, d'accord? Sur la plaque Y égale 0. Ensuite, je vais prendre différentes valeurs de Y. Et pour chaque valeur de Y, je mesure delta P et je calcule la vitesse. Très bien. Donc, c'est des profils que vous remarquez, c'est des profils expérimentaux. On l'obtient avec l'expérimental. On va comparer maintenant ces deux profils. Le profil de vitesse
turbulent et le profil de vitesse laminaire. Ce profil laminaire, d'accord, en pointillé, et ce profil continu, c'est le profil turbulent. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que le profil de vitesse de la couche limite turbulente, celui-là, il est plus aplati à la paroi. Il est plus aplati, il est plus adhérent. Il y a une meilleure adhérence avec la paroi. Par contre, la couche limite laminaire, elle n'a pas vraiment une bonne adhérence à la paroi. Donc, il y a un risque. Si la couche limite n'adhère pas à la paroi, donc on va le voir après, il y a le risque, ce qu'on appelle le décollement de la couche limite. La couche limite, si elle subit des gradients de pression adverses par cette direction importants, donc la vitesse, elle va diminuer, à un certain moment, elle va décoller. Et donc, s'il y a un décollement de la couche limite de la paroi, dans les applications de l'aérodynamique, par exemple l'écoulement autour d'une aile, il y aura des catastrophes, parce qu'il y aura ce qu'on appelle le décrochage de l'aile. Donc la matière, elle a disparu de l'aile, il n'y a pas quelque chose qui supporte, il n'y a pas une matière qui supporte l'aile. Donc on aura le décrochage de l'aile. D'accord? Donc, l'avantage, parmi les avantages de la couche limite turbulente, c'est qu'elle est plus adhérente. Donc, il n'y a pas de risque. Mais elle a aussi des inconvénients. D'accord? La couche limite turbulente, elle a aussi des inconvénients. Par exemple, si je vais comparer le gradient de vitesse entre les deux, pour cette hauteur, le gradient de vitesse du cas laminaire, donc c'est cette valeur de vitesse divisée par cette valeur. Donc, c'est clair quelle est cette valeur divisée par cette valeur. Dans le cas laminaire, c'est clair qu'elle est inférieure à toute cette valeur dans le cas turbulent sur cette valeur. Donc, delta U, cette valeur, pratiquement 0,7 moins 0, donc c'est 0,7 sur 0,2, elle est supérieure à 0,4, d'accord, la vitesse 0,4 divisé par 0,2. C'est pour ça que dans la couche limite turbulente, le gradient de vitesse du sur dy, il est plus élevé. Et si le gradient de vitesse il est plus élevé, c'est-à-dire que la contrainte de cisaillement elle est plus élevée dans le cas turbulent. Et par conséquent, le coefficient de traînée il est aussi élevé. Et dans les applications réelles de la couche limite, c'est-à-dire en aérodynamique par exemple, on essaie d'éviter que le coefficient de traînée soit élevé. Parce que la traînée en aérodynamique, c'est le coefficient le plus névralgique, le plus dégoûtant. D'accord? On essaie toujours de le réduire. Donc, il y a des avantages pour l'un, inconvénients pour l'autre. La couche limite turbulente, elle est adhérente, mais son coefficient de cisaillement, il est plus élevé. La couche limite laminaire, elle n'est pas adhérente. Il y a toujours le risque de décollement, mais son coefficient de cisaillement, il est réduit. Donc, lequel des deux on va utiliser dans les applications réelles? C'est un compromis. Donc, ça dépend des applications. Donc, il y a des applications où on cherche l'autre et il y a d'autres applications où on évite l'autre. Donc, l'utilisation de la couche limite laminaire ou turbulent, elle dépend de l'application. C'est clair? Bien. Parmi les approximations, justement, des profils de couche limite laminaire, d'accord? On n'oublie pas que la couche limite turbulente, son approximation, c'est un profil de vitesse en puissance. Voilà. C'est le plus utilisé. Le cas turbulent, c'est le profil de vitesse en puissance 1/7. C'est le cas le plus utilisé dans les couches limites turbulentes. Pour les couches limites laminaires, il y a plusieurs approximations. D'accord? On fait l'expérimental, on l'approxime par n'importe quelle équation comme ça. Donc, vous avez, en laminaire, bien sûr, les profils laminaires. Vous avez plusieurs profils. Vous avez le profil parabolique qui est là, donné par cette expression, ou bien le profil cubique, ou bien
le profil sinusoïdal ou bien le profil linéaire. Le profil linéaire, c'est le cas le plus simple, mais il ne reflète pas la réalité. Parce que réellement, dans le cas réel, le profil de vitesse n'est jamais linéaire. Mais dans certains calculs simples, on approxime par le cas linéaire pour éviter les torts de calcul. Mais les plus utilisés sont les profils paraboliques, d'accord, et les profils sinusoïdal et cubiques, surtout le parabolique. D'accord? Il y a aussi ce profil qui est là. Le profil de Blasius, on aura l'occasion de le voir, c'est un profil théorique. Tous ces quatre profils, c'est des profils expérimentaux, sauf le profil de Blasius, c'est un profil théorique. On va le voir dans les autres applications. Dans la partie 2.